C'est bon, quand on est en direct, dans 10 minutes, on commence le coach. Je peux savoir combien d'étudiants ont l'application. Pour l'instant, مازال ما بداش يدخلوا. قبل ما نبداو الكور je vous informe بدا يدخلوا. Ah, ok. L'essentiel sont au courant, donc tout le monde a la belle. على بالهم على بالهم. Ah, très bien.
15 هيرتز. حكيت 40 جو بونس دي 10 du matin on commence inchallah. Le reste تم يلحقوا من بعد le match sera enregistré par la suite seulement اللي ما يجيش دركا باش يتفرجوا من بعد inchallah في l'après-midi. Combien de personnes donc sont présents? 40. Allez, ça va, on peut commencer. C'est Ouais. bon? Oui, Ok. on commence. Bismillah. Ok, merci. Bon, donc, bonjour tout le monde. J'ai le plaisir de présenter le cours de neurochirurgie des hydrocéphalies en visioconférence. Je vous rappelle que ce cours est présenté en visioconférence à cause de la pandémie Covid-19. J'espère que tout le monde vous portez bien ainsi que vos familles. Bon, on commence le plan par des définitions, certaines définitions de l'hydrocéphalie, un rappel anatomique du système ventriculaire ainsi que la physiologie du LCR, donc qui est contenu dans le système ventriculaire, les mécanismes physiopathologiques divers. Après, c'est les formes cliniques. On parle plutôt des formes cliniques parce qu'on a l'hydrocéphalie aiguë et l'hydrocéphalie chronique. On abordera donc l'hydrocéphalie chronique dans un chapitre à part à la fin. Les causes possibles de l'hydrocéphalie, les examens neuroradiologiques dans la partie paraclinique, le diagnostic différentiel. Après, on termine par les différentes possibilités thérapeutiques, bien sûr chirurgicales, urgentes et non urgentes. En définition, donc, auparavant, l'hydrocéphalie, elle est définie comme une distension active des ventricules cérébraux liés à un déséquilibre entre la production et la résorption du LCR. Donc, après 3 ans de ça, cette définition, donc les auteurs, ils ont essayé de rajouter un mot-clé, c'est le mot symptomatique. C'est-à-dire, pour qu'on parle d'une hydrocéphalie, il faut qu'il y ait le caractère symptomatique, c'est-à-dire l'hydrocéphalie, elle est responsable d'une présentation clinique, qu'on verra par la suite. Mais actuellement et récemment, les différentes définitions existées, vous allez trouver même sur Wikipédia, c'est une situation pathologique en rapport avec l'excès ou l'accumulation du LCR dans le système ventriculaire. Donc, toutes ces définitions sont toujours valables. Vous allez les trouver dans les différentes références qui existaient. Un rappel anatomique, donc le LCR, il occupe les ventricules et le système extra-saliventricule, le système extraventriculaire. Donc, on va parler du système ou du compartiment ventriculaire et des compartiments extraventriculaires qui entourent le cerveau et la moelle épinière. Pour les ventricules, on a 4 ventricules. Les ventricules occupent le milieu du cerveau. On a 2 ventricules latéraux, un ventricule, 3e ventricule qui est au milieu, le 4e ventricule. Les 2 ventricules latéraux en forme de demi-cercle, donc limités en avant par les noyaux codés. Donc, ils sont composés par une corne frontale, une corne occipitale, une corne temporale et le carrefour. C'est la réunion des 3 parties. Les 2 ventricules latéraux sont séparés par le septum pellucidum. Le 3e ventricule, donc, il communique avec les 2 ventricules latéraux par les 2 trous de Monro, ils sont là, un à gauche et un à droite. Il a une forme quadrangulaire. Il communique avec le 4e ventricule par l'aqueduc de Sylvius. Elle a une longueur de 15 mm et le diamètre à peu près de 2 mm. Elle est quand même très petite. Enfin, on a le dernier ventricule, c'est le 4e ventricule qui est situé entre le tronc cérébral en avant et le cervelet qui est en arrière. Donc, il a une forme losangique. Il communique par les citernes de la base, par une ouverture qui est médiane, c'est le trou de Magendie, qui est médiane et en bas, et 2 trous latéraux au niveau de résuscitus à gauche et à droite du 4e ventricule, c'est les 2 trous de Luschka. Donc, l'espace sous le système extraventriculaire,
est représenté par les espaces sous-arachnoïdiens. Les espaces sous-arachnoïdiens limités par la primaire, et c'est ça l'espace sous-arachnoïdien, la primaire qui épouse le cerveau et l'arachnoïde. Donc, ce système extra ventriculaire ou les espaces sous-arachnoïdiens présentent des dilatations au niveau de la base du cerveau. On appelle ça les citernes de la base. Il y en a beaucoup, par exemple, la citerne préchiasmatique en avant, la grande citerne ici, ce sont des dilatations arachnoïdiennes. Ils contiennent du LCR en quantité importante. Donc, il présente également des prolongations au niveau, aux alentours des vaisseaux et des nerfs crâniens. On a également, troisième structure anatomique, c'est la toile choroïdienne, qui est une formation primérienne, ici, au niveau du toit troisième ventricule, et contient deux feuillets. Entre eux, on trouve ce qu'on appelle le plexus choroïde. Le plexus choroïde, il est constitué par une formation vasculaire très compliquée en grappe de raisin, et on appelle ça l'organe de la sécrétion du LCR. Sans oublier les granulations de Pacchioni ou les granulations arachnoïdiennes qui sont responsables de la résorption ou l'absorption du LCR. Ils se trouvent au niveau des sinus veineux, comme ici, le sinus longitudinal supérieur. C'est des formations responsables de la résorption du LCR. Pour le rappel physiologique, il y a des chiffres qu'il faut les garder. Par exemple, le volume du LCR est différent en quantité selon l'âge, c'est-à-dire chez le nourrisson et l'adulte, il n'est pas le même. Chez l'adulte, il est de 120 jusqu'à 150 millilitres. Le volume total dans le système ventriculaire et extraventriculaire, il est réparti différemment selon les structures anatomiques. La pression également du LCR, elle est entre 7 et 15 cm d'eau, surtout chez l'adulte. Chez l'enfant, elle est un peu basse. Et elle varie en fonction de la position. Donc, en position debout, la pression, elle est basse par rapport à la position couchée. Le compartiment, donc la composition du LCR, le LCR, il est comme le plasma, il contient des protéines, glucose et des électrolytes, mais le taux, il est différent par rapport au plasma. Et certains auteurs, ils ont essayé de voir le rapport entre les constituants du LCR et le plasma. Ils ont trouvé, par exemple, que le contenu en glucose, il est à peu près de moitié par rapport au plasma. Il y a d'autres électrolytes, comme le sodium, il est à peu près le même. Donc, le rapport, il est proche de 1. Le LCR ne contient pas de cellules. Normalement, il est stérile également, ne contient pas de germes. Quand il y a des cellules comme les leucocytes, donc on parle ici d'une inflammation et on cherche une méningite. Le rôle essentiel du LCR, c'est la protection du cerveau contre les traumatismes, parce que vous avez vu que le cerveau, il baigne dans le LCR. Il a également une autre fonction, grâce à la barrière hématoméningie, il permet le transport des hormones, des nutritions, et donc il comporte comme un barrage contre le transfert de certains éléments chimiques, comme par exemple les antibiotiques. Il y a certains antibiotiques qui ne traversent pas la barrière hématoméningie, même les traitements qu'on utilise dans la chimiothérapie. C'est des drogues qui ne passent pas la barrière et ne traversent pas jusqu'au niveau du cerveau. Donc, pour le mécanisme physiologique, donc il y a trois phénomènes. Les trois phénomènes, c'est la sécrétion, la résorption et la circulation du LCR. S'il y a la perturbation de l'un de ces trois phénomènes physiologiques, on aura une hydrocéphalie. On commence par la sécrétion. Donc, l'origine du LCR, il est sécrété essentiellement par les plexus choroïdes. On a vu sur le plan anatomique et histologique que l'épithélium du plexus choroïde, elle est responsable de la sécrétion de la majorité du LCR. Il y a bien sûr d'autres endroits responsables de cette sécrétion, mais c'est une sécrétion, on peut dire, accessoire. Donc, la sécrétion commence dès le 3e mois en intra-utérin. Elle est faite par un système ou un phénomène de sécrétion active, c'est-à-dire on utilise la pompe sodium-potassium ATPase, et pour faciliter cette sécrétion, il y a un enzyme qui est responsable de cette sécrétion, c'est ce qu'on appelle l'anhydrase carbonique. À son tour, cette enzyme, elle est inhibée par l'acétazolamide.
C'est pour ça, dans le traitement de l'hydrocéphalie, on utilise cette molécule dont le nom commercial il s'appelle le Diamox, qui est responsable de la diminution de la sécrétion du LCR. Le débit de la sécrétion du LCR il est de 21 millilitres par heure. Donc en totalité 500 millilitres par jour. Elle est renouvelable 3 à 4 fois par jour. C'est pour garder toujours un volume constant en intraventriculaire. Chez l'enfant, donc le débit il est un peu bas, il est de 15 mm à peu près, et chez le nourrisson de 6 millilitres par heure. Pour la circulation du LCR, donc depuis sa sécrétion au niveau du plexus choroïde jusqu'au niveau du site de la résorption, au niveau des villosités arachnoïdiennes, le LCR il circule. Donc il a une circulation, vous voyez les flèches, donc il suit cette circulation. Le LCR il a une cinétique liée à la systole et la diastole, c'est-à-dire le pouls cardiaque. Donc il existe un flux ascendant. Vous voyez les flèches, il y a un flux descendant et un flux ascendant. Le flux ascendant du LCR, on le voit pendant la diastole, et le flux descendant, on le voit durant la systole. Donc, ce flux, il est généralement étudié par l'IRM de flux. Donc, le LCR, il traverse ici le trou de Monro des ventricules latéraux jusqu'au niveau troisième ventricule. Après, il passe troisième ventricule au niveau de quatrième ventricule par l'aqueduc du Sylvius. Et les citernes de la base par la suite, qui traversent quatrième ventricule par le trou de Majindi qui est médian et les deux trous de Louchka latéralement, et circulent au niveau des espaces sous-arachnoïdiens par la suite, qui se trouvent après au niveau près des villosités arachnoïdiens pour se résorber définitivement. Pour l'absorption et la résorption, c'est la même chose. Donc, le site essentiel de la résorption du LCR, c'est les villosités arachnoïdiennes, 40% des cas. Le phénomène, dans ce cas de la résorption du LCR, c'est un phénomène hydrostatique selon un gradient de pression, c'est-à-dire de la région de haute pression vers la région de moins pression. Accessoirement, on a d'autres endroits responsables de la résorption du LCR, comme les villosités des espaces sous-arachnoïdiennes rachidiennes, les lymphatiques paracervicaux et les gaines du nerf optique et des nerfs périphériques. Les cellules épendymères également responsables parfois de la résorption du LCR. Et c'est-à-dire, vous allez poser la question, pourquoi il y a des sites de résorption accessoires? Le rôle dans ce cas de ces endroits, c'est en cas d'une augmentation de la pression du LCR d'origine pathologique. Donc là, ils vont participer à la résorption du LCR pour diminuer la pression. Également en cas de la sclérose des villosités arachnoïdiennes en rapport avec l'âge. Vous savez qu'avec l'âge, ces villosités arachnoïdiennes, ils vont subir donc des phénomènes inflammatoires, il y a des dépôts de fibrines, etc. C'est en rapport avec l'âge. Et le fonctionnement de ces organes, il va diminuer par rapport à l'âge. Donc, dans l'hydrocéphalie, il y a un autre phénomène, c'est quand il y a une pression importante en intraventriculaire, le LCR il va traverser donc les ventricules vers le parenchyme cérébral. C'est cela à travers la paroi épendymère, et on appelle ça la résorption transépendymère. Donc, ça va participer à cette résorption en cas de pathologie, c'est-à-dire lorsqu'il y a une hydrocéphalie. Et on voit la résorption sur la TTM et sur l'IRM. On va parler de ça c'est-à-dire dans le chapitre de l'imagerie. Donc, en général, sur le plan physiologique, il existe un équilibre entre la sécrétion et la résorption. C'est comme, moi, je donne toujours l'exemple de l'eau qui existe dans les piscines. Vous voyez les piscines, il y a toujours l'eau qui coule dans la piscine pour qu'il y ait un renouvellement permanent de l'eau des piscines. Et il y a des endroits où, lorsqu'il y a un excès de l'eau, il traverse donc ces endroits. Donc, pour qu'il garde toujours, il y a toujours un volume permanent, mais l'eau, il se renouvelle en permanence. Donc, sur le plan physiopathologique, là, il faut différencier deux types d'hydrocéphalie. Il y a une hydrocéphalie aiguë et une hydrocéphalie chronique. On va parler de l'hydrocéphalie chronique dans un chapitre à part parce que c'est une pathologie particulière chez l'adulte. Ici,
pour parler de l'hydrocéphalie aiguë, il y a donc trois choses. Lorsqu'il y a un obstacle, une obstruction, deuxièmement, lorsqu'il y a un défaut de résorption, et rarement qu'il y a une hyperproduction. C'est très rare vraiment. L'hyperproduction, elle est en général secondaire à une tumeur de plexus choroïde. Parce qu'on a vu que le plexus choroïde, c'est lui qui sécrète le SIR. Donc, lorsqu'il y a une tumeur qui se développe au niveau de cette structure anatomique, donc la quantité de LCR, il est parfois doublée ou triplée. Donc, il y a une hyperproduction qui est anormale, secondaire à ce processus tumoral. Donc, lorsqu'il y a une obstruction au niveau des voies d'écoulement du LCR, l'hydrocéphalie, dans ce cas, elle est appelée une hydrocéphalie non communicante, c'est-à-dire il n'y a pas une communication, surtout lorsqu'il y a obstruction près de l'aqueduc de Sylvius ou en regard du quatrième ventricule. Donc, il y aura une dilatation en amont de cet obstacle. Pour le trouble de la résorption, l'hydrocéphalie, dans ce cas, est une hydrocéphalie communicante, c'est-à-dire il y a un problème au niveau des endroits où normalement, il y aura une résorption qui est normale. Mais lorsqu'il y a un problème, on va voir une dilatation qui est communicante et la dilatation, une hydrocéphalie communicante et la dilatation, elle intéresse tout le système ventriculaire. Parfois même le système donc, ou les espaces sous-arachnoïdiens péricérébraux. En conséquence donc, de cet déséquilibre, il y aura une augmentation de la pression avec une dilatation ventriculaire. L'augmentation de la pression dans ce qu'on appelle l'hypertension intracrânienne. Il y aura également des troubles circulatoires, c'est en rapport avec la compression. Donc, il y aura une diminution de la pression de perfusion cérébrale et même une diminution du débit sanguin cérébral. Tout ça responsable d'une souffrance cérébrale aiguë et parfois il donne, c'est-à-dire il garde des séquelles, surtout chez l'enfant, des séquelles psycho-intellectuelles. Chez l'enfant, on peut avoir une stabilisation de l'hydrocéphalie, c'est-à-dire le malade il commence à développer une dilatation ventriculaire et à certains moments, c'est-à-dire sans connaître les causes de cette stabilisation, et donc il n'y aura plus de symptômes et le malade, c'est-à-dire il y a un phénomène de compensation et après tout va stabiliser. Sur le plan clinique, là, on parle plutôt des formes cliniques. Il y a des formes cliniques selon l'âge. Chez l'enfant, on a premièrement l'hydrocéphalie anténatale. Qu'est-ce que ça veut dire anténatale? C'est-à-dire au cours de la grossesse et à l'occasion d'une échographie de dépistage intra-utérin, généralement, le gynécologue il trouve certains signes en rapport, donc chez le bébé bien sûr, en rapport avec une hydrocéphalie. Comme vous voyez ici, la première image, c'est une échographie de diagnostic ou de dépistage intra-utérin. On trouve une ventriculomégalie et le gynécologue, il peut même mesurer le périmètre céphalique, le diamètre bipariétal, pour parler ici d'une hydrocéphalie anténatale. Et parfois, on cherche même des lésions associées ou des causes responsables de cette dilatation ventriculaire. On peut même réaliser donc une IRM anténatale chez la femme enceinte. Actuellement, il est possible. C'est mieux pour préciser donc la taille ventriculaire. Le traitement en général, il est postnatal. On ne va pas traiter l'hydrocéphalie chez un bébé dans la ventre de sa mère. S'il y a une stabilité, donc une stabilisation postnatale, on ne peut rien faire. C'est-à-dire, dans ce cas, c'est comme l'hydrocéphalie postnatale chez le nourrisson. Ou parfois, dans les formes graves, on doit recourir à une interruption de la grossesse, surtout dans les formes graves. Deuxième forme clinique, c'est la forme d'hydrocéphalie néonatale, c'est-à-dire en postnatal. L'étiologie dans ce cas, généralement, c'est les saignements ou les hémorragies intracrâniennes ou précisément intraventriculaires. On peut diagnostiquer ça, comme ici, par une échographie transfontanellaire, parce que le bébé il a une fontanelle ouverte. On peut visualiser une dilatation des ventricules. On parle ici d'une hydrocéphalie néonatale. Donc, généralement, elle est responsable d'une mortalité très importante. La forme clinique du nourrisson, c'est-à-dire l'hydrocéphalie chez le nourrisson, il faut savoir que chez le nourrisson, les sutures et les fontanelles sont toujours ouvertes. Et comme ça, donc l'hydrocéphalie, elle se développe sans HIC aigu. Donc, on ne va pas trouver l'aspect d'une hydrocéphalie aiguë, c'est-à-dire comme une urgence. Dans ce cas, on peut surveiller le malade tranquillement pour décider de
l'indication opératoire. Donc, les symptômes en général sont progressifs. On trouve comme symptôme, c'est la macrocranie. Vous voyez comme ici. La macrocranie, elle est définie par une augmentation du périmètre crânien qu'on peut l'objectiver sur la courbe de périmètre crânien sur le carnet de santé du bébé ou de l'enfant. Donc, on mesure le périmètre crânien par un ruban mètre. Et s'il est supérieur à 2 dérivations standards, on parle, c'est-à-dire en dehors de cet espace, ici. Plus de 2 dérivations standards, on parle d'une macrocranie. Et également, sur le plan clinique, il faut chercher des modifications du comportement, comme les pleurs et les reflux de biberon, la disjonction des sutures avec une peau qui est fine. Regardez cette image. Comme ça, vous gardez dans la mémoire l'aspect d'une hydrocéphalie chez le nourrisson, donc une macrocranie, une peau qui est fine, circulation parfois veineuse collatérale, avec un regard en coucher de soleil. Le bébé regarde en bas avec une rétraction de la paupière supérieure. Parfois, on trouve un strabisme interne par une atteinte du 6e paire crânien. Donc, au stade avancé, on peut voir même au fondé, c'est-à-dire trouble visuel responsable d'un œdème papillaire, objectivé au fond d'œil. Et ça peut développer vers une atrophie optique qui est responsable d'une cécité. Donc, vous voyez que le bébé, c'est-à-dire s'il n'y a pas une prise en charge rapide, il peut garder des troubles fonctionnels comme une cécité, hein, et même des troubles du comportement secondaires à une souffrance cérébrale. Et la conséquence, c'est le retard psychomoteur et qui nécessite généralement une appréciation du développement chez le bébé du développement psychomoteur. Chez l'enfant, la sémiologie clinique, ou le tableau clinique, il est à peu près proche de celui de l'adulte. Pourquoi? Parce qu'il y a une fermeture des fontanelles et des sutures. Donc, le maximum de la fermeture des fontanelles et des sutures se fait vers le 30 mois. Sur le plan clinique, donc le malade ou les signes cliniques sont également progressifs. On peut trouver des céphalées, des vomissements, c'est-à-dire comme chez l'adulte, hein, syndrome d'HIC, avec un truc particulier, c'est que l'enfant, il est un peu lent, il est maladroit, il présente des difficultés scolaires. C'est-à-dire les parents, ils vont détecter que leur enfant, il est un peu, il présente des signes de débilité, c'est-à-dire il ne concentre pas, c'est-à-dire tous ces signes sont en rapport avec une souffrance cérébrale. C'est pour ça, parfois, on a recours même à une prise en charge psychologique. Hein. L'enfant, il est un peu retardé. L'hydrocéphalie de l'adulte, dans ce cas, en cas d'hydrocéphalie aiguë, parce qu'on va parler après d'une hydrocéphalie chronique, ici, c'est l'hydrocéphalie chronique qui est généralement secondaire à un obstacle sur la voie d'écoulement du LCR, c'est la l'HIC aiguë. Donc, on connaît les symptômes cliniques du syndrome d'hypertension intracrânienne, c'est les céphalies, vomissements et troubles visuels à type de diplopie par atteinte du 6e paire crânienne. Et sur le fond d'œil, on cherche un œdème papillaire. On peut voir le malade au stade des signes de gravité, c'est-à-dire il y a un retard de diagnostic. On peut voir le malade au stade de trouble de la conscience, donc allant de l'obnubilation jusqu'au coma, trouble du tonus, c'est-à-dire des crises hypertoniques en rapport avec un engagement cérébral. C'est ce qu'on appelle l'épistotonose. L'épistotonose, c'est-à-dire la tête, elle est rejetée en arrière. On peut voir même des troubles végétatifs, c'est-à-dire c'est le stade ultime de l'engagement cérébral. Pour les différentes étiologies possibles, donc parfois, il faut savoir que on ne trouve pas des causes responsables de cette pathologie, de cette maladie. Et on appelle ça une hydrocéphalie idiopathique. C'est surtout le cas d'une hydrocéphalie chronique de l'adulte. Mais la plupart des temps, on cherche une étiologie. La première des étiologies, c'est les étiologies malformatives. Il y en a beaucoup. La première, c'est les dysraphismes. Qu'est-ce que ça veut dire, dysraphisme? C'est-à-dire la non-fermeture de tubes neural. Et le diagnostic, il peut se faire déjà en intra-utérin, c'est-à-dire à l'occasion d'un dépistage intra-utérin par une échographie, et le réalise le gynécologue, il peut détecter qu'il y a un dysraphisme, comme myeloméningocèle ou l'encéphalocèle ou la méningocèle. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? La myeloméningocèle, c'est une hernie, c'est-à-dire le contenu médulaire qui se retrouve en dehors de la moelle. Il est contenu dans un poche méningé.
ou encéphalocèle, c'est-à-dire le contenu cérébral également se trouve à l'extérieur dans un poche méningée également. Tout ça, c'est une malformation en rapport avec la non-fermeture du tube neural, chez les femmes surtout, qui ne prend pas ce qu'on appelle l'acide folique durant la grossesse. Deuxième malformation, c'est la sténose de l'aqueduc de Sylvius. Cette sténose, elle est malformative parce qu'il existe une sténose de l'aqueduc ou une compression de l'aqueduc d'origine tumorale. On verra ça dans les étiologies tumorales. Mais dans ce cas, c'est malformatif. Généralement, c'est chez l'enfant et parfois, elle est associée avec d'autres malformations comme la myéloméningocèle ou comme la malformation d'Arnold de Chiari. Et on peut trouver ça même chez l'adulte, c'est-à-dire il y a une stabilité durant toute la période de l'enfance et à l'âge adulte, à l'occasion, par exemple, d'un traumatisme crânien, il y a une décompensation de cette sténose. Et le malade, il développe brutalement une hydrocéphalie secondaire à cette sténose. Troisième malformation, c'est la malformation d'Arnold de Chiari, et précisément type 2. Pourquoi? Parce qu'on a 3 types de malformations, type 1, type 2, type 3. Type 1, c'est la simple ptose des amygdales cérébelleuses au niveau donc trou occipital. Il passe au niveau de trou occipital. Type 2, c'est la ptose ou l'hernie des 2 amygdales cérébelleuses plus le tronc cérébral au niveau cervical. Donc, ils vont descendre à cause d'une petite fosse cérébrale postérieure. Et dans ce cas, l'hydrocéphalie, elle se développe secondairement à une compression du 4e ventricule. Cette malformation peut s'associer avec d'autres malformations comme la myéloméningocèle, et dans ce cas, on parle d'une malformation d'Arnold de Chiari type 3. Généralement, elle est incompatible avec l'AV. Quatrièmement, la malformation d'Arnold de Dandy-Walker. Dandy-Walker, c'est une angénésie du vermis cérébelleux. Il est généralement associé avec un kyste ou une dilatation de la grande citerne, un kyste arachnoïdien dans cet endroit, dans la fosse postérieure, ou une dilatation importante de la grande citerne issue de malformation qui donne une hydrocéphalie associée. Cinquièmement, la gynésie ou l'obstruction des foramen interventriculaires. Donc, vous voyez que les ventricules latéraux se communiquent avec le 3e ventricule par les 2 trous de Monro. C'est-à-dire, s'il y a une agénésie ou obstruction de l'un ou des deux, donne une hydrocéphalie mono ou biventriculaire. Et dans ce cas, généralement, l'hydrocéphalie, elle est asymétrique. L'étiologie, en général, c'est une hémorragie, une infection ou parfois d'origine tumorale. Pour les étiologies tumorales, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, en général, sont nombreuses les tumeurs qui bloquent la circulation du LCR et donnent une hydrocéphalie non communicante. Chez l'enfant, elle est dominée par les tumeurs de la fosse cérébrale postérieure, comme le méduloblastome ou l'astrocytome, les tumeurs de la région pinéale et les crânio-pharyngiens. L'hypersécrétion également, elle se trouve secondaire à un papillome choroïde. On a déjà parlé de ça. Il donne une hydrocéphalie communicante, une hydrocéphalie tétraventriculaire. Chez l'adulte, la même chose, donc, mais ça diffère par rapport au type tumoral. Par exemple, la fosse postérieure, les tumeurs dominées chez l'adulte, c'est les métastases. On a également le neurinome ou le schwannome vestibulaire, l'hémangioblastom. Donc, tous ces tumeurs, on ne les trouve pas chez l'enfant, mais on les trouve chez l'adulte. Les tumeurs de la région péniale, la même chose, comme pinéaloblastome, le crânio-pharyngium ou le kyscoloïde, qu'on le trouve généralement dans le 3e ventricule. Donc, toutes ces étiologies tumorales, on verra ça après dans le cours des tumeurs. Hein. Vous allez voir quelles sont les tumeurs qui se développent chez l'enfant et les tumeurs qui se développent chez l'adulte. Les étiologies vasculaires, donc chez l'enfant, surtout, on a déjà parlé de ça, c'est en néonatal, c'est l'hémorragie intraventriculaire. Pourquoi l'hémorragie est très fréquente en néonatal et responsable d'une hydrocéphalie? Parce que surtout les causes sont la prématurie du système de coagulation chez le nouveau-né. C'est pour ça, il y aura toujours un saignement en intracérébral ou en intraventriculaire. Il donne une hydrocéphalie aiguë, soit par obstruction, sinon une hydrocéphalie tardive par diminution des capacités de la résorption du LCR, donc par colmatage au niveau des villosités arachnoïdiennes responsables de cette résorption à l'état normal. Sans oublier l'anévrisme de l'ampoule de Galien qui donne une compression, surtout chez l'enfant. Alors chez l'adulte, les étiologies, c'est généralement une hémorragie méningée ou une hémorragie sous-arachnoïdienne secondaire à une rupture d'un anévrisme. C'est le même mécanisme.
colmatage ou obstruction directe. Les étiologies infectieuses, quelles sont les infections qui peuvent donner qui peut donner une hydrocéphalie? Chez l'enfant ou chez l'adulte, généralement, c'est les meningites. L'infection du LCR, ça donne une meningite. Chez l'enfant, les infections responsables de cette hydrocéphalie peut être en prénatal, c'est les infections intra-utérines, comme toxoplasmose cytomégalovirus. Les meningites sont en général soit bactériennes, le germe responsable dans ce cas, staphylocoque, le streptocoque ou le méningocoque. Sinon, on peut voir même une méningite tuberculeuse. Chez l'adulte, la même chose, c'est les méningites bactériennes ou tuberculeuses. Et surtout, il faut parler des méningites carcinomateuses, hein, c'est-à-dire en cas de tumeur maligne avec une métastase, les métastases peuvent diffuser au niveau du LCR et dans ce qu'on appelle une méningite carcinomateuse. Le mécanisme comme le saignement dans le LCR, dans l'espace arachnoïdien ou en intraventriculaire, c'est-à-dire il peut donner un colmatage des villosités arachnoïdiennes et par conséquent trouble de la résorption. Sinon, en cas d'infection ou une inflammation, dans ce cas, il y aura une augmentation de la viscosité du LCR. Le LCR, il devient plus visqueux qu'à la normale. Enfin, les traumatismes crâniens modérés et graves, parce que le traumatisme banal ne peut jamais donner une hydrocéphalie. Mais le traumatisme modéré ou grave, surtout accompagné d'un saignement au niveau sous-arachnoïdien ou intraventriculaire, il peut donner en conséquence une hydrocéphalie. Et le mécanisme, c'est le même comme le mécanisme du saignement spontané en cas d'étiologie vasculaire. Donc, sur le plan paraclinique, surtout l'imagerie. Donc on commence par l'échographie transfontanillaire. C'est un examen qu'on peut réaliser surtout chez le nourrisson parce qu'il a une fontanelle qui est ouverte. On peut voir en dessous l'aspect des ventricules, l'état des ventricules, est-ce qu'il y a une hydrocéphalie, parfois même l'étiologie, par exemple, un processus ou une hémorragie intraventriculaire, un processus comme cette image. Vous voyez, c'est un examen qui est asymptomatique. Il suffit de mettre une sonde sur la fontanelle qui est ouverte, on peut voir ça. Donc, ça nous donne une orientation. Le temps de réaliser, bien sûr, une TIM cérébrale. Donc, c'est l'examen qui est un examen très important. Grâce à cet examen, on peut voir donc la dilatation ventriculaire sans même l'injection de produits de contraste. Après l'injection de contraste, on peut voir des orientations diagnostiques, étiologiques beaucoup plus. Vous voyez ici une image scanographique en coupe axiale. Il y a une dilatation ventriculaire. Tout ce qui est noir, c'est du LCR, c'est du liquide. Même ici, dans l'espace sous-arachnoïdien, c'est du LCR. Donc, il y a une dilatation importante. C'est une hydrocéphalie. Ici, on peut voir ce qu'on appelle la résorption transéppendymaire, c'est-à-dire le passage du LCR du milieu intraventriculaire vers le parenchyme cérébral. Donc, secondaire à vraiment une hyperpression intraventriculaire. Grâce également au TDM, on peut faire une description de l'aspect de l'hydrocéphalie. Lorsqu'elle est tétraventriculaire, c'est-à-dire elle intéresse les 4 ventricules, les 2 ventricules latéraux, 3e ventricule et le 4e ventricule, donc on parle d'une hydrocéphalie tétraventriculaire. Elle est secondaire, c'est une hydrocéphalie communicante. Donc, soit l'étiologie elle est infectieuse ou hémorragique. On a expliqué comment ça se passe pour donner une hydrocéphalie tétraventriculaire. L'hydrocéphalie triventriculaire, c'est-à-dire une dilatation en amont d'une sténose, d'une obstruction. C'est le cas d'une sténose de l'aqueduc de Sylvius et le cas d'une compression par un processus tumoral ou, par exemple, comme un anévrisme important de l'ampoule de Gallia, il peut donner une compression. Donc là, il y a une dilatation des 2 ventricules latéraux et du 3e ventricule. Pour l'hydrocéphalie uni ou biventriculaire, c'est-à-dire une obstruction d'un ou des 2 trous de Monro, il y aura une dilatation de l'un ou des 2 ventricules latéraux. C'est le cas du kyste colloïde du 3e ventricule ou une tumeur au niveau thalamique. Pour l'IRM, c'est l'examen de choix, bien sûr, parce qu'il nous donne des renseignements plus précis que la TDM. Donc, concernant toujours la dilatation ventriculaire et l'hypersignal périventriculaire. Vous voyez ici, c'est une dilatation
sur une coupe, bien sûr, IRM en coupe axiale. Là, c'est une séquence T2, flair. On voit donc tout ce qui est blanc, c'est du LCR. Là, c'est les ventricules, les espaces sous-arachnoïdiens. Tout ce qui est blanc, c'est LCR. Il y a une dilatation ventriculaire avec une résorption trans-hypendymère. Donc, l'intérêt est très important pour surtout l'étude de la fosse postérieure à la recherche d'une étiologie, une tumeur, l'aspect de la tumeur et la localisation exacte, et surtout les coupes sagittales en T2. Vous voyez ici, sur une coupe axiale T2, on peut voir est-ce qu'il y a une perméabilité ou non de l'aqueduc du sylvius. Ici, il y a un obstacle, donc on peut pas voir donc l'aqueduc, est-ce qu'elle est perméable ou non. Donc, il y a une obstruction. Pour moi, il y a une obstruction qui est responsable d'une hydrocéphalie en amont. Actuellement, il y a des images de haute qualité, c'est la cine-IRM ou ce qu'on appelle l'IRM de flux. Grâce à elle, on peut étudier la dynamique du LCR. Il a un intérêt important en post-opératoire, surtout après une ventriculo-cysternostomie endoscopique pour voir la perméabilité de la stomie. Également, il y a les séquences 6 ou ce qu'on appelle constructive interference in steady state. C'est des séquences de haute résolution. Grâce à elles, on peut voir s'il existe comme ici, est-ce qu'il y a une membrane à l'intérieur. Donc, l'IRM normal, standard, on ne peut pas voir est-ce qu'il y a une membrane ou quelque chose qui obstrue. Il y a une obstruction, certes, mais la cause n'est pas claire. Donc, on utilise ces séquences, ce sont des séquences, bien sûr, de haute résolution. On peut voir est-ce qu'il y a une malformation, est-ce qu'il y a une membrane qui obstrue l'aqueduc de sylvius. Donc, à la fin de l'examen paraclinique, on peut porter un diagnostic positif. Comment poser le diagnostic? Grâce à la dilatation ventriculaire. Donc, lorsqu'il y a une dilatation ventriculaire, pour nous, c'est une hydrocéphalie. Il reste juste d'écrire l'aspect de cette hydrocéphalie. Est-ce qu'elle est tétraventriculaire? Est-ce qu'elle est triventriculaire? Ou elle est uni ou biventriculaire? Ça, on a déjà parlé de ça. Et il y a certains éléments, c'est-à-dire s'il y a un des éléments présents ou tous les éléments présents, on parle d'une hydrocéphalie qui est active. Active, c'est-à-dire la pression ici, elle est très importante au niveau ventriculaire. C'est premièrement la résorption transhypendymère. On a vu que la résorption, c'est la présence du liquide ou d'une hypersignal en cas de l'IRM ou hypodensité en cas de scanner en périventriculaire, surtout au niveau frontal. L'aspect du V3 également, on le trouve qui est globuleux. D'habitude, il n'est pas globuleux, il est allongé. Donc, il y a une pression importante. Ou une dilatation des résuscites de ce troisième ventricule. On peut les voir sur les séquences T2 sagittales. Il y a également l'apparition des cornes temporales, parce qu'à l'état normal, chez un sujet normal, les cornes temporales ne sont pas visibles, elles sont virtuelles. Donc, s'il y a une accumulation du LCR, il y aura l'apparition de ces cornes temporales et même des cornes occipitales. En cas de doute, là, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de mesurer l'index d'Evans. L'index d'Evans qui est normalement inférieur à 0,3. Pour qu'on parle d'une hydrocéphalie, il doit être supérieur à 0,3. C'est quoi l'index d'Evans? L'index d'Evans, c'est le rapport du diamètre bipariétal sur le diamètre bifrontal. C'est-à-dire cette distance sur cette distance, normalement, à l'état normal, il est inférieur à 0,3. S'il est supérieur à 0,3, c'est une hydrocéphalie, comme ici, c'est une dilatation ventriculaire avec une résorption au niveau des cornes frontales. Donc, on va parler, je vais donner quelques exemples qui peuvent poser le diagnostic étiologique de l'hydrocéphalie. Ici, vous voyez des séquences scanographiques qui montrent un processus tumoral intraventriculaire, c'est le papillome du plexus choroïde. Voilà le plexus choroïde, un papillome qui est responsable d'une hypersécrétion qui donne par la suite une hydrocéphalie tétraventriculaire. 1, 2, 3. Donc, 4 ventricules sont dilatés. Ça, c'est une hydrocéphalie par hypersécrétion. Deuxième exemple, une hydrocéphalie obstructive secondaire à un processus tumoral au niveau de la région péniale. Peut-être que c'est un pénialome, c'est l'histologie qui confirme ça. Il est responsable d'une hydrocéphalie triventriculaire ou obstructive. Troisième exemple, c'est l'hydrocéphalie par obstruction de l'aqueduc du sylvius. Voilà l'IRM, donc qui montre une hydrocéphalie triventriculaire, les deux ventricules latéraux,
Et le troisième ventricule avec un hypersignal en périventriculaire, c'est la résorption transhypendymère. Donc, le diagnostic différentiel de l'hydrocéphalie se pose généralement avec l'atrophie cérébrale. Qu'est-ce que ça veut dire l'atrophie cérébrale? Donc, on parle d'une atrophie cérébrale ou une atrophie cortico-sous-corticale. En fait, c'est une dilatation passive des ventricules. Si vous vous souvenez, c'est-à-dire au début, on a parlé de la définition de l'hydrocéphalie. Certains auteurs, ils parlent d'une hydrocéphalie lorsqu'elle est symptomatique. En général, l'atrophie cérébrale, elle est asymptomatique. Donc, elle est responsable d'une dilatation ventriculaire, mais les sillons corticaux ou les espaces sous-arachnoïdiens sont également dilatés. Donc, il n'y a pas une pression importante, ce n'est pas une vraie hydrocéphalie. Et il y a également les épanchements péricérébraux. C'est le cas d'un hygrome sous-dural ou l'hématome sous-dural chronique. Ce sont des épanchements péricérébraux et ils ont une consistance liquidienne. C'est pour ça le diagnostic différentiel, surtout sur l'imagerie, il se pose avec ces diagnostics, ces deux diagnostics. Il y a également les kystes arachnoïdiens ou les cavités porencéphaliques. Un kyste arachnoïdien, c'est un kyste qui contient du LCR. Lorsqu'il est proche des ventricules, parfois on parle d'une hydrocéphalie et parfois il s'ouvre avec les ventricules. C'est pour ça qu'on pose le diagnostic avec un kyste arachnoïdien. La même chose pour la cavité porencéphalique. On parle d'une cavité porencéphalique ou cavité séculaire, la même chose. C'est-à-dire quelqu'un qui subit un traumatisme ou une chirurgie, l'endroit où on réalise, c'est-à-dire qu'il reste comme séquelle, il va se remplir avec du LCR. Et donc, c'est la même chose, comme le kyste arachnoïdien, l'aspect d'une hydrocéphalie, surtout lorsqu'il est en rapport ou en regard avec les cavités ventriculaires. Les tumeurs cérébrales, surtout kystiques, c'est la même chose. Et sur le plan clinique, il y a la notion de ce qu'on appelle la macrocranie familiale ou physiologique. Pourquoi? Chez certains enfants, il ne faut pas hésiter à demander ou à interroger les parents, est-ce qu'il existe dans la famille quelqu'un qui a une macrocéphalie, c'est-à-dire l'oncle, le père, la mère, la grand-mère, voilà, dans la famille peut-être. Et souvent, on trouve ça. C'est-à-dire l'enfant il présente une dilatation ventriculaire avec une macrocranie, mais elle est asymptomatique. Parfois, donc, elle est familiale ou physiologique, c'est-à-dire elle n'a pas de signification pathologique. Donc, pour le volet du traitement, donc, il y a deux méthodes, un traitement médical et un traitement chirurgical. Pour le traitement médical, en général, le cas d'hydrocéphalie aiguë, il n'est pas efficace, il est peu ou n'est pas efficace. Il est efficace en cas d'hydrocéphalie chronique. On verra ça dans l'hydrocéphalie chronique. C'est la ponction lombaire et le Diamox ou l'acétazolamide. Le traitement en général, c'est chirurgical. Surtout en cas d'hydrocéphalie aiguë, il est urgent. On a plusieurs méthodes. La première méthode, c'est la ventriculocysternostomie endoscopique. Qu'est-ce que ça veut dire une ventriculocysternostomie? Vous voyez ici, c'est ventriculo, les ventricules. Cysternostomie, c'est-à-dire une stomie ou une ouverture au niveau de la citerne. C'est la réalisation d'une communication des cavités, de la cavité du troisième ventricule avec les espaces sous-arachnoïdiens, les espaces sous-arachnoïdiens ou la citerne basale par voie endoscopique et précisément au niveau du plancher de troisième ventricule. Et on agrandit cette stomie par un ballonnet. Généralement, c'est la sonde de Fogarty. Deuxième méthode, c'est la dérivation ventriculaire externe. La dérivation ventriculaire externe, c'est la communication, vous voyez ici, c'est la communication du système ventriculaire au niveau frontal par un cathéter avec un sac qui est à l'extérieur et on règle la pression en hauteur. On utilise cette technique en général lorsqu'il y a une hémorragie méningée ou une infection comme une méningite, parce que dans ce cas, on ne peut pas internaliser cette dérivation, on ne peut pas mettre une dérivation ventriculaire interne parce qu'il y a un risque, premièrement, du rejet du matériel, parce que c'est un corps étranger. Deuxièmement, c'est l'obstruction par l'inflammation du système ventriculaire. Il y aura toujours recours à la révision de cette dérivation. Troisième méthode, c'est la dérivation ventriculaire interne. On a deux types, soit une dérivation ventriculo-péritoniale ou une dérivation ventriculo-atriale. La dérivation ventriculo-péritoniale, c'est la communication du système ventriculaire avec une cavité qui est capable de résorber le LCR comme la cavité péritoniale.
Donc, tout ce système, il est en sous-cutané, on ne peut pas le voir. Et la connexion se fait avec une valve. On a pas mal de types de valves. Il y a des valves à pression normale, valves pression, haute pression ou basse pression. C'est à nous de choisir, selon la pathologie, le type de la valve. Alors que la dérivation ventriculo-atriale, c'est la communication du système ventriculaire avec les cavités cardiaques. Cette technique, elle est utilisée lorsqu'il y a une contre-indication à la dérivation ventriculo-péritoniale. Par exemple, un patient qui est opéré pour une tumeur digestive, colique par exemple, intestinale, avec une poche de stomie, on ne peut pas mettre la dérivation au niveau péritonial. Même le péritone, il va perdre sa capacité de résorption. Qu'est-ce qu'on fait? On communique cette fois-ci les ventricules, toujours à la connexion avec une valve, et on met le cathéter distal au niveau de l'oreillette droite. Dans ce cas, le LCR, il va circuler ou diffuser avec la circulation sanguine. Et on aura une diminution, bien sûr, du volume du LCR au niveau ventriculaire. Concernant les indications opératoires, on est devant deux situations. Il y a premièrement la situation d'urgence. Qu'est-ce qu'on fait en urgence? En urgence, c'est le cas d'hydrocéphalie aiguë, c'est-à-dire le malade est présent des signes d'hypertension intracrânienne. Je parle de l'adulte. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On peut mettre soit dans le cas de l'urgence, c'est-à-dire je suis dans l'urgence et je n'ai pas de matériel pour dérivation ventriculaire interne, j'utilise la dérivation ventriculaire externe ou la ventriculocysternostomie endoscopique, s'il y a un obstacle, bien sûr, en cas de la disposition de ce matériel-là, parce qu'il n'est pas toujours disponible pour faire une endoscopie en urgence. Ailleurs, c'est-à-dire en dehors de l'urgence, qui est jugée sur le plan clinique et l'imagerie TDM-IRM, qu'est-ce qu'on fait? On peut mettre une dérivation ventriculo-péritoniale, selon atriale, bien sûr, hein, selon les indications. Pour la surveillance, il faut savoir qu'un malade qui est porteur d'une dérivation ventriculaire interne surtout, parce que la ventriculaire externe, elle est exposée généralement aux infections, parce que le LCR, il est en dehors des cavités naturelles. Les dérivations internes, il y a pas mal de complications qu'on peut l'avoir avec l'âge, avec le temps d'un patient porteur d'une dérivation, comme les complications infectieuses, mécaniques et les complications d'hyperdrainage. C'est pour ça qu'il est obligatoire de mettre le malade sous surveillance. Cette surveillance, elle est clinique. Chaque mois, au cours des 6 premiers mois, puis tous les ans, elle se fait par la mesure, bien sûr, du périmètre crânien chez un enfant, palpation de la fontanelle, chez un nourrisson, la recherche des signes d'hypertension intracrânienne et la surveillance du développement psychomoteur. L'état cutané en regard du matériel et la pression manuelle de la valve. C'est très important de faire une pression, c'est-à-dire de réaliser une pression sur le corps de la valve. Si le corps il remonte, il revient à sa place, dans ce cas, le cathéter ventriculaire il est perméable, il est fonctionnel. S'il ne revient pas, c'est-à-dire qu'il est obstrué. Et parfois, il s'obstrue, c'est pour ça qu'on a recours à la révision de la valve. Et sur le plan radiologique, on réalise deux choses. La TDM cérébrale de contrôle et la radiographie de montage. Pour la TDM, vous voyez ici un exemple d'un malade qui présente donc un scanner en préopératoire, un malade qui présente une dilatation ventriculaire, c'est une hydrocéphalie obstructive qu'on a opérée. On réalise un scanner de contrôle après. Pourquoi? Pour voir le placement du cathéter ventriculaire. Ici, il est en intraventriculaire avec réduction des ventricules. Vous voyez, si on compare les deux, donc l'intérêt du scanner de contrôle. Ici, c'est une valve qui est fonctionnelle. Elle draine de façon normale, tout à fait normale, le LCR, parce qu'il y a une réduction de la taille des ventricules. Il y a également ce qu'on appelle le système ou la radiographie du montage, c'est-à-dire elle se fait grâce à la radio du crâne, radio thoracique et l'ASP. Dans ces exemples, on peut voir ici, par exemple, une rupture ou une déconnexion de la valve au niveau cervical. Vous voyez ici, c'est le cathéter. Il y a une déconnexion avec le cathéter proximal. Il y a plutôt une migration du cathéter distal. La même chose ici, il y a une rupture du cathéter, il est là. Au niveau abdominal, la même chose, une déconnexion, rupture et migration au niveau péritonial. On parle ici d'un dysfonctionnement de valve, elle nécessite généralement une révision chirurgicale. Ça, c'est pour l'hydrocéphalie aiguë.
Donc, on a laissé l'hydrocéphalie à pression normale ou l'hydrocéphalie chronique à la fin parce que c'est une entité pathologique qui est particulière de l'adulte. En définition, qu'est-ce que ça veut dire une hydrocéphalie chronique? L'hydrocéphalie chronique de l'adulte ou l'HPN, elle est définie comme l'association de la triade clinique, trouble de la marche, trouble cognitif et trouble sphinctérien. Associée avec une dilatation ventriculaire, elle est visualisable sur scanner cérébral et une pression du LCR qui est normale. Vous voyez, elle est différente quand même à une hydrocéphalie qui est aiguë. C'est pas la même chose. C'est une entité particulière sur la clinique et sur l'imagerie. Donc, les anglo-saxons, ils appellent ça hydrocéphalie pression normale et les francophones, pour eux, la terminologie, c'est l'hydrocéphalie chronique de l'adulte. Elle a un problème de diagnostic qui est difficile et une physiopathologie qui est un peu compliquée. Donc, l'âge de cette pathologie, il est entre 55 et 85 ans. C'est une pathologie qui est spécifique des sujets âgés. Pour les mécanismes physiopathologiques, c'est une pathologie chronique. Donc, le début, il est insidieux, parfois durant des années. Il y a deux mécanismes éthiopathogéniques. Premièrement, l'hydrocéphalie secondaire et l'hydrocéphalie chronique primaire. Primaire, c'est-à-dire idiopathique, sans étiologie connue. Pour l'hydrocéphalie secondaire, c'est pratiquement la même chose comme une hydrocéphalie aiguë. Mais dans ce cas, l'hydrocéphalie, elle est stabilisée, c'est-à-dire elle est secondaire à une hémorragie méningée ou une méningite. Il y aura une atteinte de la résorption de LCR. On assiste à une hydrocéphalie qui est communicante, tétraventriculaire, et c'est une hydrocéphalie qui est compensée. Le mécanisme de cette compensation, il est en général secondaire à une hyposécrétion, la réduction de la sécrétion du LCR d'une part, et d'autre part l'existence d'une résorption transépendymère pour diminuer l'excès de volume du LCR. Les conséquences de cette compensation, c'est premièrement une pression qui est plus ou moins équilibrée. C'est pour ça, à la mesure, dans ce cas, de la pression, on trouve une pression qui est normale. Deuxièmement, une dilatation ventriculaire. Et enfin, une altération du parenchyme cérébral. Vous voyez que cette altération du parenchyme cérébral, c'est elle qui est responsable de toute la symptomatologie clinique, c'est-à-dire trouble de la marche, trouble sphinctérien et trouble cognitif. Pour l'HPN ou l'hydrocéphalie chronique de l'adulte qui est idiopathique, c'est-à-dire primaire, elle a une physiopathologie qui est mal connue. L'étiologie également, elle est inconnue. C'est pour ça qu'on parle d'idiopathique. Mais il existe ce qu'on appelle des hypothèses. Les hypothèses déjà décrites, c'est la même chose comme n'importe quelle hydrocéphalie, c'est-à-dire il y a un trouble de résorption, un trouble de la circulation. Mais actuellement, l'hypothèse la plus répandue, c'est ce qu'on appelle la diminution ou l'atteinte de la compliance cérébrale liée à l'âge. Donc, avec l'âge, il devient le parenchyme cérébral moins compliant et par conséquent, on se trouve devant une augmentation de la résistance à l'écoulement du LCR. C'est ça les explications physiopathologiques de cette entité pathologique particulière de l'hydrocéphalie. Le tableau clinique de l'hydrocéphalie pression normale, il est dominé par la triade clinique de Hakim et Adams. Pourquoi? Parce que Hakim et Adams, c'est eux qui ont découvert pour la première fois cette pathologie ou cette triade clinique en 1965. C'est une pathologie de sujet âgé caractérisée par troubles de la marche. Les troubles de la marche sont caractéristiques. C'est une marche à petits pas, on appelle ça marche magnétique, c'est-à-dire comme si les pieds sont collés au sol, élargissement du polygone de sustentation avec des chutes fréquentes. Les troubles cognitifs, c'est généralement une amnésie. On trouve une amnésie pouvant aller jusqu'à la démence. La démence, c'est comme la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire trouble de concentration, maladie, il oublie la route, il oublie ses fils, ses parents, etc. Et peut donner même des troubles de l'affectivité et des états dépressifs. Concernant les troubles sphinctériens, pouvant aller de la simple miction impérieuse jusqu'aux incontinences urinaires et parfois, on a trouvé des malades qui présentent une incontinence fécale. Tous ces signes peuvent s'associer d'une façon diverse. C'est-à-dire, on peut trouver un seul signe, deux signes associés ou les trois signes en même temps. Pour le diagnostic différentiel, il se fait avec les pathologies démentielles. Quelles sont les pathologies démentielles? Donc, l'HPN, elle ressemble à la maladie d'Alzheimer sur le plan clinique.
même radiologique. Elle ressemble à la maladie de Parkinson et même aux démences vasculaires, c'est-à-dire les démences qui ont secondaire à des obstructions vasculaires chez le sujet âgé. Donc, les examens paracliniques nécessaires dans l'hydrocéphalie à pression normale, on commence toujours par un scanner cérébral. Au scanner, c'est la même chose, une dilatation ventriculaire, surtout au niveau frontal, bien sûr, parce que le frontal, c'est la dilatation responsable de la compression du lobe frontal. C'est pour ça que le malade présente des troubles démentiels, avec une résorption transéppendymaire. Vous voyez ici, on a déjà vu ça, une dilatation ventriculaire. Et ici, particulièrement dans cette pathologie, on trouve que les sillons sont très profonds par rapport à une hydrocéphalie aiguë. Et lorsqu'il y a doute, qu'est-ce qu'on fait? On mesure l'index d'Evans, qui est le rapport du diamètre pariétal sur le diamètre frontal. L'IRM, la même chose, ça va confirmer la dilatation et l'hypersignia périventriculaire en rapport avec la résorption transéppendymaire, et sans oublier les images de flux. Les images du flux qui vont étudier la dynamique du LCR pour confirmer que l'hydrocéphalie, elle est tétraventriculaire, elle n'est pas triventriculaire. Vous voyez ici un exemple d'une hydrocéphalie chronique de l'adulte, dilatation ventriculaire, résorption transéppendymaire et la vallée sylvienne. Et les sillons corticaux sont un peu profonds par rapport à une hydrocéphalie aiguë. C'est pour ça que le diagnostic il se fait avec une atrophie corticale. Là. Pratiquement, c'est la même symptomatologie. La différence, c'est que l'atrophie cérébrale, il n'y a pas de résorption, il n'y a pas ce signe hypersignal périventriculaire sur l'IRM. Cette séquence T2 sagittale montre donc l'apparition également des sillons corticaux qui sont très profonds et surtout pour voir est-ce qu'il y a un obstacle ou non. Donc, l'hydrocéphalie chronique, il n'y a pas d'obstacle, c'est une hydrocéphalie qui est communicante. La ponction lombaire, elle est considérée comme un examen clé dans le diagnostic de l'hydrocéphalie à pression normale. Pourquoi? Parce que on peut, grâce à cette ponction, on peut réaliser des soustractions d'une quantité de LCR au minimum 40 millilitres pendant 3 jours pour essayer de juger, de voir est-ce qu'il y a une amélioration. Donc, c'est un test diagnostique. S'il y a une amélioration, pour nous, le diagnostic est posé. C'est une hydrocéphalie à pression normale. D'accord? Et grâce également au test de la perfusion lombaire, on peut mesurer la résistance à l'écoulement du LCR. C'est quoi le test de la perfusion lombaire? C'est l'injection intrathécale du sérum physiologique et mesure la pression du LCR au niveau lombaire. Dans ce cas, la pression, on va trouver que la pression qui est normale, en plus, la résistance à l'écoulement, elle est supérieure à 12 mm par millilitre par minute. Donc, si elle est supérieure, la résistance, elle est augmentée. Donc, on confirme qu'il y a une diminution de la compliance cérébrale. Si elle est inférieure à 12 mm, donc la résistance, elle est normale. Il n'y a pas de résistance. On peut également réaliser certains bilans biologiques sur le LCR prévu. Il n'existe pas en Algérie actuellement. C'est à la recherche des protéines spécifiques de certaines pathologies comme la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. C'est le cas de protéines tau dans la maladie d'Alzheimer et de Parkinson et le protéine bêta-42 amyloïde. Donc, c'est-à-dire on peut, grâce à ce bilan, d'éliminer certaines pathologies qui posent un diagnostic différentiel avec la maladie de l'HPN ou l'hydrocéphalie à pression normale. Donc, concernant le traitement de cette maladie, il est médico-chirurgical. Sur le plan médical, on a vu que la ponction lombaire, elle a un rôle diagnostique d'une part et thérapeutique, parce qu'on soustrait du LCR, on aura une amélioration. Et également, l'acétazolamide ou le Diamox, c'est le nom commercial, c'est une molécule qui est responsable de l'inhibition de l'anhydrase carbonique. On a vu la physiologie que l'anhydrase carbonique, elle stimule la sécrétion ou la production du LCR à partir de l'épithélium du plexus choroïde. C'est-à-dire, si le diagnostic est déjà posé et le traitement médical il commence à donner des résultats, on propose au malade, dans ce cas, un traitement chirurgical. C'est quoi le traitement? C'est la mise en place d'une dérivation ventriculo-péritoniale ou atriale. Ça dépend de l'indication, les deux sont valables, mais cette fois-ci, la valve utilisée, c'est une valve réglable, c'est-à-dire on peut avoir la pression qu'on veut.
c'est-à-dire le malade, il peut s'améliorer à une pression de 18 mm de mercure ou, par exemple, 20 mm, on a le choix. Mais le cas d'une valve qui est non réglable ou une valve fixe, dans ce cas, le malade il est exposé au risque d'hyperdrainage, c'est-à-dire des complications ou des complications de la valve fixe. C'est-à-dire la valve elle draine trop, il peut donner des complications secondaires à cet hyperdrainage comme un décollement sous-dural responsable d'un hématome sous-dural chronique. En conclusion, donc, les hydrocéphalies en général sont diverses par sa physiopathologie, par ses étiologies, par sa clinique et surtout le pronostic, ce n'est pas le même. Les hydrocéphalies à pression normale sont mal connues par son mécanisme qui est incertain. Vous avez vu que la physiopathologie est basée sur des hypothèses et le diagnostic aussi est difficile en rapport avec sa similitude avec les maladies démentielles comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, etc. Donc, sans prise en charge, il nécessite l'association d'un neurologue avec un neurochirurgien pour essayer de trouver une solution à ce type de patient. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, merci beaucoup, Hakim. Quelques secondes, le temps qu'il tape les questions. C'était clair le son Ah oui, c'était impeccable. Les diapos, ouais, très bien. Ah oui. Donc, on peut trouver les questions ici à droite. Oui, il n'y a pas de questions. Pour l'instant, il n'y a aucune question. Il n'y a pas de questions? Apparemment. Donc, on peut trouver les questions ici à droite. Oui. Peut-être, c'est-à-dire, on peut laisser lever la main pour quelqu'un s'il veut poser une question en direct. On peut lever la main pour quelqu'un qui veut poser une question en direct. S'il ne veut pas écrire, c'est pas possible. Maman, pas de questions. Moi, je vais trouver les questions à droite. Maman, pas de questions. Oui, très bien. Ok, donc tout est compris. كاين واحد الحكيم. Oui. مازال ما تعرفش la question. Bon, je vais la lire. Oui. Vous m'entendez, Hakim? Oui, oui, très bien. S'il vous plaît, pourquoi nous avons une dilatation ventriculaire au cours de l'atrophie cérébrale? Donc, c'est une atrophie. Vous voyez que l'atrophie cérébrale, c'est une entité, on peut dire non pathologique. Généralement, on la trouve chez le sujet âgé particulièrement, hein, et chez quelques patients qui présentent, par exemple, certains traumatismes crâniens. C'est en rapport avec une destruction du parenchyme cérébral. Donc, cette destruction, en général, elle est remplacée par du LCR. Vous voyez, parce que le contenu du crâne, c'est quoi? C'est du parenchyme cérébral, c'est du LCR et c'est des structures vasculaires. Donc, s'il y a une réduction du parenchyme cérébral, dans ce cas, il est remplacé par du LCR. C'est pour ça qu'on retrouve cette dilatation. Et même, en plus, une dilatation d'espace sous-arachnodien, c'est-à-dire là où il y a LCR,
cet espace il est dilaté. Mais c'est une situation qui n'est pas pathologique. Hein. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie démentielle, on trouve également une dilatation. Mais par rapport à l'hydrocéphalie pression normale, il n'y a pas une résorption transéppendymaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une pression qui n'est pas normale. Donc cette pathologie, chez le sujet âgé, après un traumatisme crânien, après une déshydratation chez un bébé par exemple, une atrophie, toujours l'atrophie, elle est remplacée parce qu'il y a un volume de moins. Donc il sera remplacé par le LCR qui est une structure normale en intracrânien. C'est bon? Normalement, c'est bon. Clair. Très bien, très bien. Donc, je suis heureux de présenter. Oui. Voilà, j'étais très heureux de présenter ce cours en visioconférence. C'était une expérience très bonne. Hein. Vous voyez qu'il y a des bénéfices pour, c'est-à-dire en cas de pandémie de Covid, hein, quand même. Et il y a possibilité de faire des cours à distance. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a possibilité de faire le prochain la même chose ou pour les tumeurs cérébrales? Oui, Inch'Allah. On fera comme ça, Inch'Allah. Ok, très bien. On restera en contact. Merci beaucoup et bonne journée.